Alors, bonjour à vous, ici Elena, votre coach. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec Martin Latulippe. Martin, que je suis très heureuse d'accueillir. Vous le connaissez certainement. Martin, bonjour. Bonjour Elena, ça va bien? Et toi, Martin? Ça va très très bien. Un gros bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. D'accord, bonjour à tout le monde. Donc, Martin, toi, tu es l'auteur, tu es auteur, pardon, tu es conférencier, tu es également coach. Et aujourd'hui, en fait, tu es suivi par des milliers de personnes. Donc, c'est assez inspirant. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, Martin, c'est quand tu as commencé, justement, avec ton activité, à faire des conférences, combien de personnes te suivaient? Combien de personnes tu avais dans tes conférences le jour où tu as commencé? La première conférence, 8 personnes, dont 4 ou 5 étaient des amis et le reste, on va dire 3 ou 4 personnes qui étaient venues à la première conférence. Donc, non, c'était très difficile au début, évidemment. Comme dans chaque personne qui démarre des projets qu'ils veulent porter, euh, qui les inspire. Les débuts sont toujours très, très difficiles. Donc, pour moi, à part ma mère, mon père, il n'y a pas grand monde qui me suivait au début et ma conjointe. Mais je crois que c'est aussi une logique de gestation. C'est tout à fait normal qu'au début, notre projet est embryonnaire, c'est tout petit et il faut avoir de l'humilité par rapport à ça. Il faut comprendre que chaque grand projet et chaque grande réussite a aussi commencé en quelque part. Donc, c'est toujours, j'aime toujours ça me rappeler de où est-ce que je viens et comment petit que ça a démarré parce qu'évidemment, comme tu l'as dit, maintenant il y a des centaines de milliers de personnes. C'était pas du tout ça au début. En fait, c'était même pas mon intention au début. Donc du coup, maintenant, quand tu fais par exemple, tu organises un événement, une conférence, un séminaire, tu as en moyenne, tu peux avoir jusqu'à combien de personnes qui viennent te voir? Ben, ça varie. Donc, à Québec, notre dernier événement, on avait 1 100 personnes. À Paris, on en avait 900. Donc, on fait sur les deux continents. Mais souvent, je vais faire des choses peut-être un peu plus intimes avec une cinquantaine de personnes. Quand que je fais du boulot auprès des sociétés de toutes sortes, là, des compagnies, mais ça peut être n'importe où, entre 150 employés, ou gestionnaires ou 1000. Encore une fois, ça dépend de la grosseur de l'entreprise. Et combien de temps ça t'a pris pour... Alors je pose des questions, je te pose des questions, mais bien sûr ça concerne tout le monde quelque part dans son domaine, pas forcément les conférences, mais pour comprendre qu'effectivement la réussite c'est quelque chose qui vient par échelon, par étage, et ça vient pas en un coup. Et combien de temps ça t'a pris finalement pour arriver donc de commencer avec 4 personnes à maintenant justement des salles remplies de 1000 personnes? T'as mis combien de temps, plus ou moins? Ben, présentement, ça fait 18 ans que je fais ce que je fais professionnellement. Donc, moi, j'ai démarré jour 1 à la sortie de mes études, sans un sous en poche, sans expérience, sans notoriété. Je rêvais de devenir conférencier professionnel et un auteur, comme tu as dit au début. Donc, c'est sûr qu'au début, les débuts étaient très difficiles. Donc, c'est ce que j'appelle le passage obligé. Donc, malgré le fait que je me sentais très incohérent, donc à l'époque, je faisais beaucoup de crises d'anxiété, j'avais du stress, j'étais souvent happé par le syndrome de l'imposteur. Donc, il y avait un écart entre où est-ce que je rêvais être et qui je sentais être. Donc, je me sentais un total imposteur de parler de succès, de parler de réaliser nos rêves, alors que moi, je couchais dans mon auto et j'avais de la difficulté à payer les factures. Mais c'est un passage obligé quand on va à la poursuite des rêves. C'est important de continuer d'avancer malgré le sentiment d'incohérence parce que c'est seulement en étant dans une logique de progrès qu'on finit par, en fait, sculpter un peu qui on a à devenir. Souvent, les gens disent, oui, mais si je fais ça et ça ne fonctionne pas, oui, mais regarde où est-ce que tu te poses la question. Tu te poses la question ici, tu dis, et si ça ne fonctionne pas? Ben, en restant dans la peur et dans l'inaction, parce que tu veux que tout soit parfait ou tu veux avoir une certitude que ça va fonctionner, tu ne bouges pas. Par contre, si tu changes ton et si et tu dis, et si je faisais mes premiers pas, et si je me mettais dans l'action, et si j'acceptais de faire des erreurs, et si j'acceptais même de prendre des reculs à l'occasion et d'apprendre ces reculs-là, et de réapprendre, et d'avoir des mentors, de croire à l'éducation continue, de m'investir, ben, peu importe si tu as atteint ou non ceci, regarde la personne que tu es devenue. Et moi, cette logique, ça fait maintenant 18 ans professionnellement, mais ça fait peut-être 25 ans que j'évolue avec une logique de progrès, de dire,
j'attache pas beaucoup d'importance à l'atteinte de mes objectifs. Par contre, j'attache énormément d'importance à cette inclinaison-là de dire, est-ce que je peux me réaliser, voir jusqu'où est-ce que je peux aller dans la poursuite de mes rêves. Donc, tu sais, tantôt, tu disais, tu rejoins maintenant des milliers de personnes. J'ai jamais souhaité nécessairement rejoindre des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes. Tout ce que je voulais, c'était inspirer les gens, leur faire comprendre que dans un tel mindset, dans une telle logique, c'est fou qui on peut devenir. Et on s'en fout si on ne réalise pas nos objectifs. Moi, les objectifs que je n'ai pas atteints, il y en a des centaines. Mais par contre, qui je suis devenu en les poursuivant, 50 personnes dans ma salle, 4700, je donne la même passion, la même énergie, parce que c'est qui je suis en train de devenir. Donc, oui, ça a été un long parcours, oui, ça a pris plusieurs années, mais évidemment, il y a eu plusieurs autres victoires en cours de route. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça la poursuite de ses rêves. Donc, c'est vraiment une aventure en montagne russe très souvent et c'est plaisant aussi cette aventure-là. Je ne pourrais pas faire autrement. C'est super intéressant, en tout cas, tes réponses sont vraiment très honnêtes et c'est ça qu'on aime bien chez toi. Mais justement, au début, tu sentais le sentiment tu avais le sentiment d'être un imposteur et tu n'es pas le seul, beaucoup de gens ressentent ça. Mais ce que j'ai envie de te demander par rapport à ça, c'est est-ce que, au-delà du sentiment d'imposteur, est-ce que tu étais vraiment dans une grande forme est-ce que quelque part le message que tu voulais transmettre, tu le vivais vraiment toi-même à 100% ou est-ce que quand tu commençais finalement tu étais comme tout le monde et tu avais cette idée donc je vois que tu me réponds non donc c'est non mais je vais au bout de la question comme ça tu entends toutes les informations mais tu avais cette idée de ce que tu voulais justement être enfin à qui tu voulais ressembler mais tu disais qu'il y avait un écart entre les deux donc au début quelque part tu ressentais pas ça tu ressentais pas ce sentiment de Non, parce qu'en fait, et, tu sais, à l'époque, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de coucher dans mon auto. J'avais un excès de poids de 50 livres, donc environ 25 kilos. Euh, carrément la, en voiture alors. ouais, parce que j'avais pas les sous pour me louer un hôtel, si on veut. Donc, je couchais dans mon auto. Le lendemain matin, je me réveillais. J'attendais que les premiers employés arrivent à l'école où est-ce que je faisais mes conférences et je leur disais, c'est OK si je prends une douche avant je fais une conférence plus tard. Et là, par la suite, j'allais trouver de l'importance d'avoir du succès, mais j'en avais pas du tout. Mais vous savez, euh, il y a une phrase qui dit souvent, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre nous-mêmes. À l'époque, c'était beaucoup cela. Par contre, il y a une logique qui est très importante de comprendre, c'est que si on parle à un enfant qui a 14 ans, 15 ans, qui rêve d'aller aux Jeux olympiques, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de parler de comment il va se rendre aux Olympiques, comment il va s'y prendre, pourquoi c'est important pour lui, quelles sont les actions qu'il fait à tous les jours pour s'entraîner au niveau de l'alimentation, de la musculation pour un jour gagner les Olympiques? Pourquoi qu'on empêcherait un enfant de s'exprimer sur son intention, sur ses visées, sur ses rêves et de les exécuter au quotidien parce qu'il n'a pas remporté de médaille olympique encore? C'est stupide. C'est la même chose pour nous. C'est normal que nous, un peu comme des Olympiens, on ait à faire nos basics, on ait à formuler un peu nos messages. Bon, pour moi, comme conférencier, mes premiers écrits étaient de la merde, littéralement. Qui les lisait, mes premières conférences, les évaluations, j'ai obtenu plusieurs évaluations qui disaient mauvais conférencier, communicateur, que j'ai jamais vu de ma vie. Il n'y avait aucun sens dans cette présentation-là. Mais c'est OK. T'as C'est appris comme de ça. Pardon? Appris c'est grâce à ça que tu as appris. Exactement. Donc, souvent, les gens disent oui, mais Martin, c'est pas facile. Tu as raison. Il n'y a personne qui a dit que c'est facile. Par contre, moi, c'est la vie que je veux avoir. Je suis OK dans mon mindset avec en prendre plein de gueule. Je suis OK avec mon mindset à en baver. Parce que je regarde, moi, j'étudie le succès depuis 25 ans comme un obsédé. Je connais personne, zéro personne qui a eu du succès ou qui a porté un projet qui l'a fait vibrer, qui n'a pas été critiqué, qui n'a pas été jugé, qui n'en a pas bavé, qui n'a pas mis beaucoup d'heures, qui n'a pas eu peur, qui n'a pas été dans l'incertitude, qui n'a pas eu d'insécurité, qui n'a pas fait de stress. C'est normal. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais est-ce Donc, que ça veut dire que je suis très à l'aise avec cette logique-là. Alors, pour moi,
Donc, ouais, j'appliquais pas ce que j'enseignais à l'époque, c'est sûr, mais j'étais dans l'action en train d'essayer de peaufiner D'accord. et d'essayer de trouver ma cohérence. Je dis toujours le jeu de mots suivant, avant de passer à la prochaine question, là. Incohérence. Si on regarde comment le mot incohérence est écrit, ben, moi, je pense qu'on doit accepter de traverser nos moments d'incohérence. Et là, si on sépare le in et la cohérence, ça va nous donner, il faut accepter de traverser nos passages d'incohérence pour finalement vivre in cohérence. In, évidemment, en anglais, ça veut dire en, dedans. Donc, pour moi, c'est un petit jeu de mots auquel je me raccroche toujours. Donc là, présentement, je suis en train de percer dans le marché anglophone. Mes premières conférences en anglais, c'était archi difficile en 2009. Et là, maintenant, je fais des méga grosses conférences en anglais avec 1000, 1500, 2000. Tout le monde me dit « Ah, Martin, t'as été chanceux. » Non! Mes premières conférences, c'était hallucinant comme un. J'avais un accent, j'avais pas les bons verbes, c'était fou. Mais maintenant, je suis plus incohérence parce que j'ai été chercher du volume et j'ai musclé ma compétence. Et c'est vrai dans tous les domaines, toutes catégories confondues. Mhm. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est donc ça a été difficile, hein. C'est clair que ça a été difficile et tu en parles. Et qu'est-ce qui fait justement que tu n'abandonnes pas? Qu'est-ce qui fait que, tu sais, quand tu vas dormir dans ta voiture et que c'est pas, c'est loin d'être confortable, qu'est-ce qui fait que tu persévères quand même à te dire, je vais quand même continuer, je vais continuer. Ça pourrait paraître fou pour certains, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis, j'y vais, quoi, je continue. Écoute, c'est dur de mettre le doigt sur un élément, Elena. Il y a des gens qui vont dire que c'est la passion, il y a des gens qui vont dire que c'est la raison d'être. Pour moi, quand je te disais tantôt, moi, j'ai jamais voulu rejoindre des centaines de milliers de personnes. Si on regarde ma mission à l'échelle microscopique, je voulais vraiment aider mon prochain. Je voulais sincèrement et foncièrement mon but à l'époque, parce que j'ai commencé à faire des conférences devant des enfants et des adolescents, je voulais sauver des vies littéralement. Je me disais, les jeunes doivent comprendre qu'ils n'ont qu'une seule vie et ils doivent aller à la poursuite de leur rêve, ils doivent apprendre à démystifier les peurs, comprendre c'est quoi les peurs, affronter leurs peurs et décrocher un emploi de rêve. Parce que c'est possible d'aller à la poursuite de ses rêves, alors que moi, j'ai de le faire. Donc, moi, je n'abandonne pas parce que c'était vraiment une mission pour moi. C'était une mission parce que je ne me voyais pas faire rien d'autre. Je ne croyais pas que j'étais employable. Je ne pouvais pas me voir aller travailler pour personne d'autre. Donc, pour moi, c'était, je vais aller jusqu'au bout de mes ressources. Et j'ai découvert que même au bout de mes ressources, j'ai trouvé d'autres ressources ou ce que je croyais que j'allais abandonner, mais j'ai découvert qu'au bout de ces ressources-là, j'ai découvert d'autres ressources. Et en fait, c'est un peu comme, on revient à cette image-là. Si je fais tout ça, est-ce que je vais avoir du succès? Les gens me disent souvent ça, moi. Martin, si je fais ça, est-ce que je vais faire de l'argent? Martin, si je fais ça, est-ce que je vais réussir? La seule façon de le découvrir, c'est en faisant ça. Parce que justement, en faisant le chemin, tu découvres des forces, tu muscles des compétences, tu améliores ta psychologie, tu développes ta résilience et surtout, tu rencontres de nouvelles opportunités qui vont t'amener à une autre opportunité et à une autre opportunité. Mais ça, on ne peut que le découvrir quand on est dans l'action. Donc, pourquoi je n'abandonnais pas? Je crois que la vie m'a donné le cadeau, en fait, de comprendre que tu peux rester toute ta vie chez toi en disant « j'ai pas confiance ». Mais la journée où tu vas te mettre en action, tu vas réaliser que l'excuse du manque de confiance en soi était présente dans ta vie seulement parce que tu n'étais pas dans l'action. Parce que la minute où tu te mets dans l'action, il va se passer quelque chose. Tu vas vivre ce qu'on appelle des expériences. Et tes expériences, tu vas avoir deux façons de les lire. Négatif ou positif. Chez les gens qui lisent leur expérience de façon plus négative, ils auront l'opportunité à ce moment-là de découvrir le mindset. Que dans la vie, tu ne perds jamais. C'est soit que tu gagnes, soit que tu progresses, ou soit que tu apprends. Par contre, si toute ta vie, tu dis j'ai essayé cela et j'ai échoué, tu vas entrer dans un schéma psychologique où ce que toute ta vie, tu vas dire ah, j'ai essayé, mais j'ai échoué. J'ai essayé, mais j'ai échoué, moi, j'ai pas confiance en moi, mais moi, j'ai pas confiance en moi. Et ça devient ce qu'on appelle, dans une autre opportunité de croissance, des croyances. C'est quoi une croyance? C'est une idée que l'on croit être vraie.
Et à partir du moment où on croit qu'une idée est vraie, eh bien, on va vouloir s'y conformer. Notre cerveau va vouloir chercher toutes les opportunités de ta vie pour te prouver que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'es pas bon, que tu es nul ou que c'est pas pour toi. Alors, je crois que la vie, moi, m'a fait le cadeau de comprendre que c'est OK d'échouer. C'est OK d'en prendre plein la gueule. C'est OK de te faire juger. C'est OK de ne pas être bon au début, mais donne-toi la chance d'aller chercher du volume. Fais-le souvent. Et tu vas découvrir que quand tu es dans une action, tu vas vivre des expériences. Quand tu vas vivre une expérience, assure-toi de la voir comme un apprentissage ou un progrès. Va chercher du feedback et améliore-toi. Chercher du feedback et améliore-toi et continue d'être dans l'action. Donc, je crois que j'étais en quelque part, probablement par mon parcours sportif, peut-être un peu plus enclin à la résilience et à la persévérance, ce qui fait que je n'ai pas abandonné. Encore aujourd'hui, et là, c'est important que les gens comprennent, encore aujourd'hui, j'en prends plein la gueule. Si vous êtes en train de vous bercer d'illusions et de dire, ben, Martin Latulippe, il fait des lancements Internet à des millions de dollars, il y a des milliers de personnes dans ses salles, c'est facile pour lui, et vous êtes fou allié. Parce que j'en prends plein la gueule encore par rapport à la barre que j'élève sur mes propres rêves. Donc, je me remets à risque, je me remets dans une confiance fragile, je me remets dans un endroit où je me dis, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça ne va pas fonctionner. Mais je me mets dans une logique de progrès. Je fais confiance au processus et je le fais. Vous voyez, la semaine passée, j'ai lancé un podcast et j'ai reçu beaucoup de feedback positif, mais j'ai reçu beaucoup de feedback négatif. Est-ce que je vais abandonner? Il y a des gens qui le feraient dire, on a eu du feedback négatif. Comme cette entrevue-là, des gens vont te dire, Elena, mon interview n'était pas bon, Martin n'était pas bon. Donc là, tu dirais, OK, c'est un signe, il faut que j'arrête. Il y a des gens qui font leur vie comme ça. Où tu te dis, on se roule les manches et on en fait d'autres. La prochaine fois, comment on peut être meilleur? Quelle question que je peux poser? Et quand on fait ça, c'est impossible de perdre. Impossible de perdre. Mais justement. Non, c'est tu vas gagner dans qui tu deviens. Dans qui tu deviens. Mais c'est bien d'en parler, Martin, c'est super important que tu en parles parce que c'est vrai que finalement, quand tu réussis quelque chose, les gens ont l'idée que les gens qui, entre guillemets, réussissent, donc en tout cas qui ont un certain niveau dans ce qu'ils font, qui sortent de la masse, c'est facile pour eux. Mais je pense que dans chaque fois que tu dépasses, si tu veux un obstacle, tu as encore un autre obstacle qui arrive un peu plus élevé, et tu as à chaque fois des défis des défis qui sont plus élevés à chaque fois, donc c'est très bien de le dire. Et justement, par rapport à ça, j'ai une question que j'aimerais bien te poser. J'avais déjà vu dans une de tes vidéos que tu disais que ta première conférence, je crois que tu t'es caché dans un placard parce que tu avais le trac, tu voulais pas la faire. En anglais. Ma première demande de conférence en anglais. Et tu disais aussi, dans une autre interview, tu disais aussi que, enfin, une autre vidéo, tu disais aussi que tu avais peur, enfin, tu n'étais pas à l'aise avec le contact avec les personnes, en fait, à parler avec les gens, et des fois, tu pouvais te sentir très très mal à l'aise, et je comprends très bien ce que ça peut être. Du coup, et donc, beaucoup de gens comprennent, et du coup, la question, c'est aujourd'hui, quand tu montes sur scène, est-ce que tu as encore le trac? Et aujourd'hui, quand tu parles avec des gens, ça peut être en intimité, ça peut être avec des gens proches, ou même des gens que tu connais pas, est-ce que tu as encore parfois ces sentiments de malaise qui sont là, ou est-ce que c'est des choses qui ont disparu au final? Ça a disparu, mais ça peut se pointer à l'occasion. Okay. Parce que, en fait, si on regarde le mot sentimental, okay, on va voir qu'un senti, donc la peur, l'anxiété qui a fait que j'étais caché dans un garde-robe, dans un placard, l'anxiété qui faisait que je ne voulais pas parler aux gens, c'est un senti, un ressenti, une émotion. Le mot sentimental, ça veut dire que lorsque j'ai un senti mental, à partir de ce ressenti-là, je me fais une construction mentale. Donc moi, à l'époque, lorsque j'étais dans mon placard, le ressenti, c'était ils ne vont pas m'aimer. Il faut qu'ils m'aiment. Qu'est-ce qui va se passer si je ne suis pas bon? Ma carrière va être finie. Donc, toutes mes constructions mentales étaient de la merde. Toutes mes constructions mentales étaient sur la peur, sur l'échec et sur, en fait, une mauvaise focalisation parce que je voulais qu'ils m'aiment. Donc, j'avais un manque d'amour de soi, j'avais un manque d'estime personnelle. Donc, ma source de contribution n'était pas la bonne. Okay? Donc, nos sentis se transforment en construction mentale. Maintenant, lorsqu'on embarque sur scène, je me dis, je m'en fous en fait qui aime ou qui n'aime pas. Je suis simplement ici pour contribuer. Je me suis préparé. Je sais que ce que je vais enseigner
a fonctionné pour moi, a fonctionné pour d'autres de mes étudiants. Je suis juste ici pour servir, je suis juste ici pour être au service. Donc, ma source de contribution, elle a changé. Ma construction mentale, maintenant, c'est je suis ici pour contribuer. Je sais qu'il y a des gens qui vont aimer et des gens qui ne vont pas aimer. Je suis très correct avec ça. C'est la même chose pour Jay-Z, Mika, Lady Gaga, Nelson Mandela. Pourquoi ce serait différent? Je ne suis pas si unique que ça. Pourquoi que moi, tout le monde devrait m'aimer? Je n'ai plus cette exigence-là. Donc, ma construction mentale est différente. Et c'était la même chose au niveau de l'intimité avec les amis, Elena. Lorsque j'avais un senti, lorsque j'arrivais en interaction, ma construction mentale, sentimentale, c'était ils ne m'aimeront pas, j'ai rien d'intéressant à dire, et s'ils ne me trouvent pas intéressant, et si jamais il y a des silences dans la conversation, ça veut dire qu'ils ne me trouvent pas intéressant, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez ceci, je suis qui pour être intéressant pour cette personne-là. Mes constructions mentales étaient toutes de la merde. Ça peut être inconscient aussi. Ce que tu viens de dire maintenant, ça peut être aussi des schémas qu'on a. C'est pas forcément conscient. Ça peut être des voix inconscientes que tu as à l'intérieur, qui fait que tu as des malaises que tu n'arrives pas à identifier, sans te dire pourquoi en fait. Donc ça, Exactement. Exactement. quand tu arrives sur scène maintenant, au niveau du track, c'est plus la même chose. Tu gères le track différemment. Tu as toujours le track. Un track de performance, mais encore une fois, tu sais, il y a une phrase qui dit on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. C'est impossible de savoir ce qu'on ne sait pas. Par contre, une fois qu'on le sait, on ne peut pas désavoir. Si je t'enseigne un truc aujourd'hui, dans une semaine, tu ne peux pas dire je ne le sais pas. Mais oui, si tu le sais, on en a parlé la semaine passée. Tu comprends? Alors, moi, à l'époque, je croyais que tout signe de trac était signe de manque de confiance et était signe que je n'étais pas bon. Parce qu'un vrai performeur, ça n'avait pas le trac. Parce que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Maintenant, on étudie la psychologie de la performance, on réalise que tout performeur peut avoir un trac, mais ça va être une anxiété plus de performance et que ça peut être très positif selon ton style de performance pour augmenter ton niveau d'adrénaline, augmenter l'injection d'oxytocine dans ton corps, de dopamine pour être plus motivé. Mais si la lecture de ce changement physiologique-là dans notre corps, c'est « je suis pas prêt, je suis pas bon, nerveux, je ne peux pas croire que je suis nerveux », et là, on va se mettre à paniquer encore plus, on s'en va dans une spirale négative. Par contre, si on sait et on connaît la psychologie de la performance, et là, on sent un petit trac arriver, plutôt que de paniquer, on dit « ah, trac, bonjour, ça va? Je t'attendais. La conférence commence dans 10 minutes, je suis content que tu arrives parce que je vais avoir besoin de toi pour être complètement présent, être éveillé, être inspirant. Et à ce moment-là, ma construction mentale est aussi complètement différente, mais ça vient aussi avec de l'éducation. Et cette éducation-là, on peut la faire très souvent où? Sur le terrain, lorsqu'on est dans une logique de progrès. OK. Donc, c'est vraiment le passage à l'action qui finalement nous permet de progresser, nous permet de transcender la peur, nous permet d'arrêter aussi d'être toujours dans la tête au final, parce que tant que tu mentalises des choses et que tu les vis pas, ça reste que du mental. Donc, oui, c'est passer à l'action, quoi. Tu peux aussi travailler avec des coachs comme toi. Tu peux aller vers des ressources, tu peux lire, tu peux t'éduquer, sauf qu'il y a un problème par contre. Maintenant, il y a tellement d'informations que les gens confondent information et exécution. Donc, on a plein de gens qui ont accumulé des tonnes de savoir et qui ont fait absolument zéro avec. Pourtant, ils savent, mais ils font rien. Donc, pour moi, c'est oui, l'exécution et l'action, c'est important, comme tu as mentionné, mais en même temps, va chercher l'information dont tu as besoin, mais assure-toi toujours de dire cette information-là. Comment est-ce que je peux la traduire dans une habitude ou une action concrète que je vais faire dans ma vie? Donc, lorsque je vais avoir le trac, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je vais douter, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je vais avoir le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que je vais faire? Parce que si on n'a que lu des théories et qu'on n'exécute pas dans des moments pivots où ce que c'est important dans notre vie, peut-être de se botter le derrière ou d'aller vers une ressource, vers un coach, si on n'a pas une logique de se dire présentement, je ne me sens pas top, en psychologie positive, il parle beaucoup de la prochaine action, next action. Quand tu es dans un état X, qu'est-ce que ton cerveau t'envoie comme message de je devrais faire ceci? Donc, je donne un exemple. La majorité des humains, lorsqu'ils sont stressés, leur prochaine action, c'est je vais fumer une cigarette. Lorsque je suis stressé et que je doute, je vais prendre de l'alcool. Lorsque je suis stressé, je vais prendre de la malbouffe. En fait, c'est que leur prochaine action, elle est toxique et mauvaise. Et tout ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans des cercles
qui sont énormément toxiques. Par contre, on doit comprendre on peut déconstruire cela et on peut reconstruire. En anglais, on dit if then. Si, alors. Donc, si je me sens stressé, alors je fais. Si je me sens isolé, que j'ai le goût d'abandonner, alors je vais appeler Elena pour qu'elle me fasse un coaching. Donc, on doit avoir des codes de vie à l'intérieur de nous, connaître un peu notre machine, et lorsqu'on sent des signaux peut-être un peu plus stressants s'éveiller en nous, qui sont peut-être pas dans la meilleure version de nous-mêmes, il faut avoir un plan de dire quelle sera la prochaine action quand on se sent comme ça. Donc, mais pour ça, oui, ça prend peut-être un peu d'information, d'éducation, d'accompagnement, mais en même temps, il faut se mettre, oui, dans une logique d'action pour explorer cela, voir comment on va réagir. Donc, tu es occupé à dire que quelque part, c'est important d'être bien entouré, d'avoir un entourage dans l'idéal qui nous soutient, d'avoir un entourage vers lequel on peut aller si ça va pas. C'est essentiel, ça, non, pour réussir. Je veux dire, c'est pas juste important, c'est essentiel. Et moi, je n'achète pas le truc de dire, oui, mais moi, ma famille, c'est de la merde. OK. Mais et si tu construisais ta propre équipe? Bon, ta famille, tu l'as pas choisi. Mais comprends une chose, tes amis, tes mentors, tes coachs, ce que tu lis, ce que tu écoutes, ça, c'est tout toi qui as le choix à 100%. Alors, moi, je dis toujours à mes clients, assure-toi de bâtir l'équipe de rêve qui va t'entourer parce que personne ne réussit seul. Je comprends. OK, elle râle. Ton père, OK, il râle. Ton frère, OK, il râle. Mais qu'est-ce que toi, tu fais concrètement pour aller vers des gens positifs? Est-ce que tu vas à des événements positifs? Est-ce que tu fais de l'éducation continue? Est-ce que tu lis des livres positifs? Est-ce que tu as approché des mentors pour faire des entrevues? Est-ce que tu as envoyé des cartes de remerciement pour dire merci pour ton entrevue, pour te rapprocher peut-être un peu de cette personne-là dans une relation un peu plus intime, mentor? Qu'est-ce que tu as fait pour bâtir l'équipe de tes rêves? J'ai une petite nouvelle pour les gens. Il n'y a personne qui va aller cogner à votre porte, toc, 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 et dire hey, allô, je suis ici pour t'aider à réaliser tes rêves. On doit nous recruter des gens qu'on croit qui vont être bons pour nous, qui vont nous tirer vers le haut. Et les gens croient qu'une équipe de rêve, ça se bâtit que dans le monde sportif. Non. Moi, j'ai passé des années, Elena, à aller en France, prendre l'avion, aller en France, aller rencontrer les copains européens pour me présenter. Et de ça sortait zéro. Je payais le repas, je payais le vin, je passais du temps avec eux, j'allais à leur événement, je leur faisais des compliments sincères. Et dans mes rêves les plus fous, j'aurais aimé collaborer avec eux. Mais j'ai fait des actions pour essayer de me rapprocher de ces gens-là. Et 2-3 ans plus tard, on est devenus des partenaires. Et là, tout le monde, quand le monde me dit maintenant, ah, Martin, t'es chanceux, tu collabores avec un tel, il n'y a aucune chance là-dedans. J'avais des petites anxiétés avant d'aller rencontrer les copains en Europe. Je me disais, j'ai un accent québécois, ils vont pas comprendre, ils vont rire de moi. La roue continue toujours. Mais par contre, c'est qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Soit tu restes chez toi et tu restes pris dans ton triangle de Karman comme une victime, et tu dis, pauvre monde, personne ne me parle, oui, mais moi, mes amis, oui, mais moi, j'ai pas d'amis, mais moi, mes parents. Tu vas te raconter cette histoire de merde-là pendant combien de temps dans ta vie? Jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans? Donc, tu aimes ça à ce point-là, être une victime? Je ne dis pas qu'il faut avoir de la compassion dans des moments très difficiles, mais il y a des gens maintenant qui sont de ceinture noire, cinquième dame, à jouer la victime dans la société, ils sont très confortables. Parce qu'en jouant la victime, ils reçoivent énormément d'attention et ils sont très confortables à être le centre de l'attention, à continuer de perpétuer leur histoire de merde qui, en fin de compte, si on la met sur l'échelle de douleur mondiale, leur histoire, c'est une blague. C'est une... Donc, c'est sûr que ça vient avec beaucoup un peu de connaissance de soi et d'humilité. Il faut être capable de se regarder dans le miroir et de dire, je suis où dans ma vie? Est-ce que ça fait des années que je me raconte une histoire de victime? Si oui, peut-être, comment c'est temps de casser le moule et que j'aille beaucoup plus dans un monde de responsabilisation? Donc oui, m'entourer de personnes positives. On casse le moule, Martin. Pour les personnes qui nous suivent, qui ont justement qui sont dans cette spirale infernale où ils sont beaucoup dans le mode plainte, ils se plaignent parce qu'ils ont des raisons, pour eux, ils ont les raisons qui justifient ça, l'enfance, on entend beaucoup l'éducation, on entend beaucoup la société, enfin les choses actuelles. Comment tu arrives à sortir de ça? Comment tu arrives à... Parce que moi, ce que je vois, en fait, des personnes qui réussissent, bon, il faut s'entendre sur le mot réussir, hein, c'est quoi la réussite? Parce que chacun a une définition de la réussite, mais en tout cas, des gens qui sortent des sentiers battus, j'ai vraiment l'impression qu'ils se responsabilisent et qu'ils ne sont pas justement dans ce mode, ou en tout cas, c'est pas visible, mais ils ne sont pas dans ce mode de plainte en permanence. Donc, comment quelqu'un qui est dans le mode plainte et
et qui finalement attire l'attention des gens grâce à ça, donc a des bénéfices par rapport à ça, mais qui veut changer et qui n'y arrive pas. Parce que ça, j'entends aussi, hein, des gens qui veulent changer mais qui n'arrivent pas à sortir de ce mode-là. Qu'est-ce que tu conseilles de faire à ces personnes? Comment elles peuvent changer ça Ben, petit à petit? c'est surtout un travail au niveau des croyances et au niveau de l'identité. Donc, c'est un travail de croyance, c'est un travail identitaire. Donc, si on regarde, par exemple, les niveaux de DILT, donc l'environnement, donc c'est important dans la vie d'être conscient de notre environnement, de notre comportement, de nos capacités, et par la suite, croyance et identité. Donc, c'est sûr, si on regarde de ton environnement, de qui es-tu entouré? Si tu veux changer ta vie, mais les gens qui t'entourent au complet, c'est des râleurs, et si l'économie ne va pas bien, c'est tout à cause du gouvernement. Peut-être que c'est un signe, il faudrait que tu changes ton environnement. Donc, pose-toi la question. De 1 à 10 dans mon environnement, je suis où? 1 étant en bas, 10 étant en haut. 3. Mes amis, c'est des négatifs. Maintenant, tu te poses la question. Si tu veux être entouré d'amis positifs qui sont à 6, 8 sur 10, quelle action concrète est-ce que tu vas faire? Il y en a 1000 que tu peux faire. Okay? Par la suite, au niveau des comportements, personnellement, tu fais concrètement tous les jours. Oublie les gens autour de toi, l'environnement. Qu'est-ce que toi, tu fais pour être positif? Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, moi, j'aimerais tellement être entouré de gens positifs, ça changerait ma vie. » Oui, mais toi, est-ce que toi, à tous les jours, tu crois en tes chances? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lis les choses positives ou tu lis les nouvelles négatives? Est-ce que tu t'éduques sur YouTube, dans des chaînes qui t'inspirent, ou tu passes ta journée sur YouTube, Facebook, à texter tes amis comme de la merde, toxique, à lire les nouvelles négatives? Est-ce que c'est ce que tu fais à tous les jours? Ça veut dire que de 1 à 10, ton comportement, c'est de la merde. Il faut que tu prennes ta responsabilisation et dire qu'est-ce que je peux prendre la responsabilité de ça là-dedans? C'est qu'est-ce que j'injecte dans ma tête? Et qu'est-ce que je fais comme action? Est-ce que je fais attention à mon hygiène de vie? Est-ce que je me lance des défis ou je demeure constamment dans ma zone de confort? Donc, il y a des niveaux qu'on peut aller voir, mais ultimement, si tu crois que tu ne peux pas changer, tu as raison. Parce qu'une croyance, c'est une idée que l'on croit vraie. Et à partir du moment où tu crois qu'elle est vraie, tu vas vouloir te conformer. Donc, moi, ce que je dirais aux gens, c'est de comprendre une chose. Une croyance limitante, c'est 3 choses. Numéro 1, c'est que l'on croit vrai, OK, en parapluie, et on va vouloir s'y conformer. Mais c'est 3 choses. 1, c'est une répétition. 2, c'est une posture. Et 3, c'est un choix. Donc, la répétition, c'est quoi? Cette histoire-là que tu dis que tu ne peux pas changer. Tu l'as raconté combien de fois dans ta vie, mon ami? 100 fois? 200 fois? 500 fois? Bravo! Bravo de démontrer la puissance de ton cerveau. Tu te l'es répété tellement de fois dans ta vie que tu te l'es démontré et tu y es conformé. Donc, c'est une répétition. Numéro 2, c'est une posture physiologique. Regarde les gens qui disent qu'ils ne peuvent pas changer. Est-ce qu'ils disent « C'est impossible de changer pour moi, c'est impossible ». Non. Ouais, tu sais, moi, du coup, j'ai essayé de changer en 82 et c'est pas facile, tu sais, oh, l'économie, je peux pas me changer, tu sais. Posture philosophique de merde. Ils sont pas dans une posture où c'est que leur cerveau leur dit « OK, les choses vont être OK ». Donc, des fois, aller chercher cette posture-là. Dédramatiser les choses. Et 3, un choix. Parce que si tu continues à te répéter cette histoire-là, et si tu ne changes pas ta physiologie, ta posture pour avoir des nouvelles associations neurologiques, maintenant c'est rendu un choix. Ça veut dire que tu veux demeurer dans cette histoire-là et tu veux demeurer dans cette posture-là. Donc moi, je dirais aux gens, 1, change ton histoire. Parce que si tu te répètes cette histoire-là à tous les jours depuis 20 ans, comment c'est le temps qu'on graphine un peu ce disque-là et qu'on crée une nouvelle chanson qui peut être un truc comme à tous les jours, je deviens un peu plus positif. À tous les jours, je m'entoure de gens un peu plus positifs. Je suis surpris de voir à quel point des gens positifs viennent vers moi à tous les jours. Je suis surpris de voir à quel point je vois des opportunités positives à tous les jours. Et si relever ce défi-là, c'est une belle opportunité pour moi. Et si aller à cette rencontre-là, malgré ma nervosité, je découvrais une personne qui pourrait m'aider à poursuivre mon rêve. Tout ça, une ligne qui les sépare. Il y a un bord qui est de continuer à raconter l'histoire de victime. Il y en a un autre bord qui commence à réécrire une nouvelle histoire. Donc, la répétition va commencer à changer. Et par la suite, lorsqu'on se répète ces choses positives-là, eh bien, faire attention à sa posture et se donner le temps. Donc, mais c'est sûr qu'il y a un travail à faire
au niveau de l'environnement, comportement, capacité. Mais pour moi, au niveau des croyances et de l'identité, c'est sûr qu'au niveau du coaching, je sais que tu fais du coaching, les gens devraient aller et un peu s'éduquer là-dessus. Parce que si dans ton identité, tu dis je suis nul, je suis incapable de changer, c'est des croyances, mais cette croyance-là devient quoi? Devient ton identité. Et ton identité, si elle n'est pas challengée, elle va devenir ta réalité. Alors, si tu dis que tu es nul, ta vie va vouloir tout faire pour se conformer à devenir nul. On a une partie dans notre cerveau qui s'appelle le réticulé activateur, qui est un peu comme notre GPS. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu dis que tu es nul, tu y crois, tu vas chercher toutes les opportunités pour conformer ou confirmer et valider que tu es nul. Il y a des gens souvent que leurs parents ont des difficiles relations avec leurs parents, des enfants. Ils vont dire, mes parents sont toujours négatifs avec moi. Ça, c'est une croyance qui est peut-être vraie, mais ça devient leur identité. Moi, mes parents ne sont jamais positifs avec moi. Et lorsqu'on va en observation avec eux, on va voir que les parents peuvent leur dire 3 choses positives, mais ils ne les entendent même pas. Et là, le parent va dire une chose négative, la personne va dire, tu vois, il fait toujours la même chose. Oui, mais attends, il vient de te dire 3 choses positives. C'est normal, tu ne les as pas vues parce que ton cerveau ne veut pas confirmer que tes parents peuvent aussi te donner du love. Ton cerveau veut confirmer que tu es une victime parce que c'est ce que tu crois et c'est ça ton identité que tu as construit par répétition, posture et choix. Donc, il y a un chantier à ouvrir quand même à ce niveau-là. Peut-être un peu d'exploration au niveau des 6 niveaux logiques de DILS, aller vers des ressources, mais comprendre qu'ultimement, la responsabilisation, c'est quelque chose de tellement important. Et peut-être Elena de mentionner, parce que souvent les gens disent oui, mais je ne suis pas responsable de mes parents, je ne suis pas responsable de. Vous savez, prendre l'entière responsabilité de sa vie, ça ne veut pas dire qu'on est responsable de sa vie. Par contre, ça veut dire qu'on prend l'entière responsabilité de changer les choses. C'est nous qui avons l'habilité de répondre, c'est nous qui avons l'habilité de dire, OK, peut-être que tout ça, ça a été de la merde, mais à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour en prendre la responsabilité du reste de mon aventure, du reste de ma vie? Et là, à ce moment-là, on se met à changer complètement la façon dont on voit la vie à travers une lentille soit négative, victime, cynique, ou se dire, et si les choses s'amélioraient? Comment est-ce que je m'y prenais? Qu'est-ce qui changerait dans mon Qu'est-ce qui changerait dans mon comportement? Est-ce qu'il y a une capacité que je dois peut-être aller chercher que je n'ai pas, une habileté que je n'ai pas compris au niveau psychologique, au niveau manuel, au niveau artistique? Et mes croyances. Est-ce que j'ai revisité les croyances que mes parents ont léguées ou je crois encore que l'argent est sale, je crois que l'argent les gens qui ont du succès sont des gens qui sont pas honnêtes parce que c'est ce que mon grand-père a légué à ma mère, c'est ce que ma mère m'a et je n'ai pas challengé ces croyances-là, donc ils sont devenus une réalité à laquelle je veux me conformer. Maintenant, si j'avais à définir mon identité, qui suis-je? Je suis qui, moi? Parce que qui on croit être va déterminer les risques que l'on va prendre, les gens avec qui on va s'entourer, les actions que l'on va faire. Et si l'identité que vous avez aujourd'hui ne vous plaît pas, la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui se construit se déconstruit. Tu vois, moi, j'ai appris une chose, Elena, au cours des dernières années. Le développement personnel, pour moi, c'est rendu beaucoup plus important de me déconstruire que de me construire. Parce que la réalité, c'est que j'ai tellement de choses négatives en moi qui est arrivé à mon adolescence, avec mes parents, les nouvelles négatives, que pour moi, c'est un réel travail de déconstruire toutes ces choses-là. Déconstruire les mauvaises nouvelles négatives, non, c'est pas vrai que l'économie va pas bien. Il y a plein de choses qui vont bien dans l'économie. Donc, je déconstruis ce que j'entends et je le reconstruis à travers mon filtre et ma façon de voir les choses. Et il faut être vraiment protecteur de sa psychologie, de sa confiance et de son énergie. Et je crois que c'est une des plus grandes responsabilités qu'on a toujours. Mhm. Eh bien, merci pour ce partage. Il y a beaucoup d'éléments qu'à donner par rapport à cette question. Et peut-être, comme tu dis, quelque chose qui est important, c'est aussi avoir la vision, changer son histoire, en tout cas changer la perception de son histoire, et peut-être aussi équilibrer finalement nos perceptions, parce qu'on a toujours tendance à voir, souvent tendance à voir ce qui est négatif chez une personne, chez un parent, chez une personne proche, parce qu'on est, voilà, on est axé là-dessus, mais on peut aussi essayer de voir les choses qui sont positives, et c'est pas toujours négatif.
comme tu le dis. Et même quand c'est difficile, même quand ça a été parfois très difficile, et combien de personnes ont vécu des enfances difficiles, finalement, c'est de voir ce que ça nous a apporté, parce que ça apporte toujours quelque chose. Ça apporte peut-être plus de force, ça apporte peut-être plus de conscience, peut-être plus d'humanité pour les autres, parce on a souffert nous-mêmes. Donc, peut-être, oui, c'est ça, équilibrer ses perceptions et arrêter de focaliser que sur le négatif. Et comme tu dis très bien aussi, c'est s'entourer et peut-être aussi être accompagné par des coachs. Ça peut être un coach, ça peut être un psychologue, ça peut être un mentor, mais trouver ces personnes-là qui va nous aider finalement à avoir une vision un peu plus élevée, tu vois. C'est ça qui est formidable quand tu te fais accompagner finalement, ou même quand tu as un mentor, c'est que quelque part c'est quelqu'un qui est parfois plus avancé que toi, et donc il a une vision qui est différente que la tienne. Donc ça te permet aussi d'avoir une vision un peu plus claire de la situation, ou voir des choses que tu ne voyais pas forcément. Donc ça, c'est top. Exactement. Et tu sais, au niveau de la responsabilisation, ultimement, il faut que la personne veuille changer. Exact. Il y a un proverbe mexicain qui dit que c'est impossible de réveiller une personne qui fait semblant de dormir. Et moi, j'adore ce proverbe-là parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui font semblant de dormir, donc un peu les victimes dans le triangle de Cartman, et ils veulent beaucoup d'attention. Moi, mon business, c'est pas d'aller vers ces gens-là. D'abord et avant tout, on dit qu'aucun changement n'est possible sans prise de conscience. Par contre, si tu lèves la main avec conscience de dire, moi, je veux changer, je veux transformer les choses, OK, parfait, viens ici, on peut travailler ensemble. Par contre, les autres, pourquoi j'essaierais de les réveiller alors qu'ils font juste semblant de dormir? Donc, une personne qui me dit, oh, j'ai essayé, mais il n'y a pas de ressources dans ma région, on a 7,5 milliards. 7,5 milliards de personnes. Alors, si tu crois que sur 7,5 milliards de personnes, tu es la seule personne à avoir traversé ce défi-là et qu'il n'y a aucune personne sur la Terre qui peut t'aider, tu fais semblant de dormir. Tu es vraiment ancré dans une posture où c'est que c'est vraiment rendu toxique. Et comme tu as dit, tu as mentionné des psychologues, des thérapeutes, donc un aide psychologique plus professionnel. Vas-y. Moi, c'est sûr que ce n'est pas mon cadre. Moi, je fais du coaching, donc tout ce qui est thérapeutique, ce truc machin-là. Il y a des gens, des fois, qui ont besoin de ressources au niveau des maladies mentales, maintenant, des trucs comme ça, va, c'est OK. Mais va trouver une ressource parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours une solution pour progresser, améliorer, relativiser, faire au moins bouger les choses pour te mettre dans un meilleur état. Donc toi, tu penses que peu importe l'âge, on peut changer. Si on a décidé que, bon, bien sûr, il y a la décision, puis il y a les actions, puis il y a le temps que ça prend aussi, mais on peut changer, de passer de victime, par exemple, à quelqu'un d'un peu plus responsable. D'ailleurs, je sais pas si c'était ton cas, à toi, si tu étais une victime avant, tu te considérais toujours à te plaindre, à pleurnicher. Oui, absolument. Non, non seulement je le crois, c'est un fait. Allez voir n'importe où. Des gens qui ont été des prisonniers, des gens qui ont fait des choses atroces, des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont eu des enfances hallucinantes et qui se sont transformés. Par contre, ça dépend où est-ce que toi tu mets ton focus. Est-ce que tu veux que voir que les choses vont mal? OK, tu as raison. Par contre, moi, ce qui m'inspire, ce sont comment les gens sont passés d'un mode de victime à un mode de responsabilisation. Un mode de bourreau à un mode de responsabilisation, à un mode de sauveur à un mode de responsabilisation, à un mode de ma vie est très difficile maintenant, mais et si je me mettais dans une logique pour changer les choses? Et là, c'est plaisant. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on fait ça, on se met à tout accomplir ce que l'on veut? Non. Est-ce que ça veut dire que tout va se mettre à bien aller? Non. Ça veut dire, par contre, que quand ça arrive, on sait où aller chercher nos outils, selon la situation que l'on affronte, plutôt que de s'isoler, se mettre à culpabiliser et retourner dans la spirale infernale dont tu parlais tantôt. C'est ça. Et pour terminer, Martin, selon toi évidemment, hein, est-ce que tu penses que tout le monde peut réussir dans son domaine selon sa définition de la réussite, mais je dirais sortir de la masse, en tout cas sortir de la moyenne de ce qu'on peut voir? Est-ce que tu penses que c'est en la capacité de tout le monde, avec la persévérance, les actions et le temps? Je crois fondamentalement que oui, parce que à partir de la prémisse que ma définition du succès n'est pas votre définition du succès, la réponse, c'est sûr que c'est oui. Moi, j'ai des amis qui, eux, veulent être les meilleurs éleveurs de poules et faire des œufs de poules biologiques et être le meilleur vendeur d'œufs biologiques au marché des fermiers tout près de chez moi. Eux, c'est ça le succès. Et être à la maison tous les soirs avec leurs enfants, jouer les jeux de société, les éduquer à la maison, eux, c'est ça le succès, 100%. Et ils ont leur
vision de c'est quoi pour eux se démarquer de la masse. Moi, me démarquer de la masse, c'est aucune définition de mon succès. C'est un truc qui me fait aucunement vibrer. Par contre, faire ma différence, avoir un impact, m'assurer que mon message est entendu. Si la conséquence de cela, cause à effet, c'est que je me démarque de la masse, OK. Mais à la base, pour moi, c'est plus, mets-moi une personne devant moi qui est dans une conscience qu'elle veut changer. Et c'est sûr que je vais tout lui donner. Même ma physiologie va se transformer, mon ton va augmenter. Ça va même arriver pendant notre appel parce que je deviens, c'est viscéral. C'est dans mon ADN. Je veux tellement aider les gens, leur tendre la main. Mais en même temps, il faut aussi que tu sois prêt à faire ce chemin. Donc, moi, je crois que tout le monde, on a des histoires de fous, là. Des histoires hallucinantes. Lorsqu'on se met à carburer aux histoires à succès des gens qui sont partis de peu ou qui ont affronté des atrocités, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers. Et ces gens-là n'étaient pas uniques, ce n'était pas singulier. Il y en a plus. Comme ça peut être votre histoire. Et je vous le souhaite. Si vous êtes dans... D'accord. Et ça, c'est important alors de lire les biographies peut-être ou des gens qui sont connus ou moins connus. Hein. C'est pas forcément les gens les plus connus qui sont les plus intéressants, mais en tout cas, de lire des gens qui ont pu dépasser certaines choses ou qui ont vécu des choses parfois atroces dans leur vie. Je crois que c'est important de se nourrir de ça aussi. Absolument. Moi, en tout cas, moi, je l'ai fait. Ok. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup Martin pour cette interview. Je trouve que tu es vraiment... ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu es très disponible en fait. Tu parais être quelqu'un de très disponible et d'accessible. Et notamment dans le milieu des conférenciers, c'est pas le lot de tout le monde. Et c'est agréable de s'identifier finalement à des personnes voilà, qui ont cette disponibilité-là, qui sont ouverts et qui gardent finalement une humilité aussi importante et qui parlent de leurs échecs et de leurs difficultés aussi. Ça nous permet vraiment de se rendre compte que que c'est loin de ce qu'on pourrait imaginer et ça nous rend plus humains en fait. Et je trouve qu'on aide beaucoup les gens, justement en parlant pas que des difficultés parce qu'il n'y a pas que des difficultés, mais je crois que ça aide beaucoup les personnes quand tu leur parles justement de ton parcours difficile et par là où tu es passé, parce que voilà, on peut se dire mais en fait il est comme moi et je suis comme lui et je peux aussi y arriver quoi. Donc c'est top. Donc merci à toi. Alors, pour ceux qui veulent nous suivre, donc pour voir l'interview et pour me suivre, vous pouvez me suivre sur ma chaîne, donc Elena vous informe, hein, sur ma page Facebook et sur mon compte YouTube. Et Martin, si les personnes veulent te suivre, elles te suivent comment? Écoute, la plateforme de médias sociaux de leur choix. Donc, on est sur YouTube, on est sur Instagram. S'ils veulent me parler personnellement, je suis très, très présent sur Instagram. J'aime beaucoup cette plateforme-là, elle est très positive, il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de commentaires négatifs, les gens sont très dans une logique positive, j'en ai aucune idée pourquoi. On est sur YouTube, on a lancé un podcast la semaine passée, l'École du succès, donc bref, tous les chemins mènent à Rome, comme on dit, si vous regardez Martin Latulippe, vous pouvez en consommer. D'accord. Et tu reviens prochainement en Europe? Parce que tu étais en France il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu reviens prochainement en France ou en Belgique ou Ouais, en novembre, je crois. En France? Ah ben, j'y vais à Lyon. Je vais à Lyon, là, c'est ça, c'était tellement proche que je n'y ai pas pensé. Je vais à Lyon, je suis sur Lyon dans 2 semaines. D'accord. C'est un séminaire de 3 jours. Et par la suite, novembre. Ok. Ok, super. Ben, merci infiniment, Martin. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Merci énormément pour le temps. Très apprécié. Avec plaisir. Merci à toi. Salut. Au revoir.